Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce webinaire organisé par Ditos News Desk en partenariat avec Anaïta Maurice et Afrasia Bank. Je suis Xavier Lagesse, en charge des projets, du marketing et de la communication pour le groupe Ditos. Ditos est une des fiduciaires leaders du marché des services financiers à Maurice. Nous souhaitons apporter notre expertise au débat public et vous informer sur le contexte mauricien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous autour du thème « Maurice, une destination sûre pour vivre et investir ». Avant de commencer, je souhaiterais vous donner quelques éléments sur le déroulé de cette session. N'hésitez pas à vous signaler et à nous envoyer vos commentaires dans la section chat. Vos réactions nous intéressent. Nous avons prévu plusieurs questions pour chaque invité qui dispose d'un temps de parole précis pour répondre. Et puis, nous réservons à la fin 20 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser tout au long de ce chat. Ce webinaire est enregistré et sera disponible par la suite sur la chaîne YouTube du groupe Ditos. Et je vous recommande de fermer vos autres onglets sur votre ordinateur pour une meilleure connexion. Avant de passer la parole à nos invités, j'aimerais rappeler le contexte général qui a conduit à faire de Maurice un lieu privilégié pour l'investissement. Maurice, c'est un état de droit et une stabilité sociopolitique continue depuis son accession à l'indépendance en 1968. Maurice est un environnement favorable aux affaires grâce à son centre financier international caractérisé par l'absence de contrôle de change et la mobilité des capitaux. Et puis le pays a également signé en 2017 la Convention multilatérale de l'OCDE pour la mise en œuvre des mesures BEPS visant à lutter contre l'évasion fiscale. Le pays a été classé en 2020 au 13e rang mondial Ease of Doing Business de l'indice de la Banque mondiale. C'est ce contexte favorable qui attire depuis plus de 20 ans de nombreux investisseurs dans notre île, que ce soit pour notre cadre de vie exceptionnel ou pour le cadre réglementaire favorable aux affaires. J'aimerais donner quelques chiffres pour illustrer le succès de la destination Maurice. Depuis le début des programmes immobiliers à Maurice, environ 3500 villas ont été acquises par des étrangers à Maurice. Sur le secteur du global business, en dehors du secteur du global business, les investissements directs étrangers à Maurice représentent 75 millions de dollars. Et sur le secteur du global business, 377 millions de dollars en 2019, ce qui représente 12% du PIB mauricien. Et c'est un secteur qui emploie 12 000 personnes à Maurice. À fin juin 2020, on compte plus de 20 000 structures GBC à Maurice. Néanmoins, la crise du coronavirus, la fermeture des frontières qui en découle, l'inclusion de Maurice sur la liste grise du GAFI et conséquemment la liste noire de l'Union européenne ont assombri le paysage pour investir à Maurice. Avec nos invités de ce jour, nous allons tenter de faire un tour d'horizon afin de clarifier le contexte des investissements à Maurice, d'où le choix de ce thème pour le webinaire. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités, messieurs Patrice Legris, CEO d'Anaïta Mauritius, monsieur Thierry Valette, directeur général d'Afrasia Bank, et monsieur Mervyn Chan, responsable des services aux clients privés au sein du groupe Ditos. J'aimerais commencer par vous, Patrice. Pourriez-vous nous donner un aperçu du contexte général de l'investissement immobilier à Maurice et nous expliquer les différents programmes disponibles pour les étrangers? Bien entendu, merci Xavier, merci de... Vous avez un micro. Merci Xavier, merci à Ditos d'avoir organisé ce webinaire. Bonjour à tous. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, ce serait important d'expliquer l'intention du gouvernement de l'État mauricien en 2001 de venir mettre en place un cadre légal pour autoriser la vente de biens immobiliers à des étrangers. La volonté principale était à l'époque d'ouvrir le pays aux capitaux étrangers, mais aussi aux compétences étrangères, et ouvrir le pays aussi vers la région, le développement de Maurice vers la région.
À ce titre, par exemple, bon nombre de nos compagnies sont déjà présentes dans la région, à Madagascar, à La Réunion, aux Seychelles, aux Maldives, etc. Donc, c'est dans cet esprit que ce premier cadre légal est introduit à Maurice. Il était fait pour, justement, autoriser les IRS, Integrated Resort Scheme, d'être introduits. Puis, il y a eu une évolution au cours des années. Ces nombreux programmes ont toujours été accompagnés d'un cadre légal très, très strict, très rigide, visant à protéger l'investisseur étranger, et notamment à travers les mêmes provisions qui existent en France, à travers le Code civil, qui sont donc absolument reproduites à l'île Maurice, avec notamment un système de notaire qui est présent aussi à Maurice. Donc, je passerai rapidement sur les 5 programmes qui sont disponibles aujourd'hui pour les étrangers. Le premier, historiquement, donc, ce sont les IRS en 2001. Donc, moi-même, je suis d'Anaïta, qui est un des opérateurs les plus gros dans ce domaine. Il y en a une petite dizaine à ce jour. Et l'objectif à l'époque, c'était justement de créer un développement intégré avec un développement résidentiel, immobilier, mais aussi un développement de loisirs et hôteliers. Puis en 2006, nous avons eu les PDS qui sont venus compléter quelque part le projet IRS pour des projets plus modestes en superficie, de moins de 10 hectares. Ce sont plus des lotissements de luxe pour les étrangers. Et puis en 2015, il y a eu une nouvelle approche à travers les PDS et les Smart Cities. Excusez-moi, je parlais de PDS, avant c'était les RES. Donc là, c'est PDS et les Smart Cities, qui sont 2 concepts complètement différents. Le PDS remplaçant plus ou moins les IRS et les RES, c'est-à-dire donc ce sont des développements de diverses tailles, axés principalement sur le développement immobilier, alors que le Smart City, c'est un concept plus connu à travers le monde, où on parle d'un développement intégré, on parle d'autosuffisance, on parle de qualité de vie, mais c'est plutôt des développements urbains, alors que d'autres projets sont plus à vocation rurale. À ce jour, donc, il y a eu, comme vous le disiez tout à l'heure, 3500 unités vendues depuis le début de ces programmes, ça a représenté des investissements étrangers de l'ordre de 2 milliards d'euros à ce jour. Et ce volet immobilier représente aujourd'hui 65 à 70% de l'IDE, de l'investissement direct étranger à l'île Maurice, et représente environ 6% du PIB. Donc c'est un secteur aujourd'hui qui est extrêmement important pour le pays, et il est appelé à se développer, à être modifié, mais toujours dans le souci de donner énormément de protection et de garanties aux étrangers. Il est vrai que au début, pour les petits programmes, il y a eu quelques petits problèmes, mais l'État s'est rattrapé et a tout de suite mis en place des mesures visant à protéger les acquéreurs, même dans les plus petits développements. Merci beaucoup, Patrice. Très clair. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'investissement à Maurice. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans la section chat. Ce sera un temps réservé à la fin pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci Patrice. Je passe la parole, je me tourne maintenant vers Thierry d'Aphrasia. Donc Thierry, nous savons que les placements bancaires sont des actifs liquides. Pouvez-vous nous éclairer sur la solidité du secteur financier à Maurice et quels sont les avantages offerts par les banques mauriciennes pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers à Maurice? Bonjour Xavier, bonjour à tous. Donc effectivement, Maurice est une plateforme financière depuis aujourd'hui plus de 25 ans et est considéré comme un des piliers, le premier pilier de l'économie mauricienne aujourd'hui en représentant plus de 10% du PIB. Nous avons à Maurice plus de 20 banques, dont de nombreuses, je dirais, banques internationales de renom, avec aussi un secteur bancaire mauricien qui est très développé, la première banque mauricienne datant de plus de 200 ans, et une encore qui a été créée en 1838, qui est toujours, je dirais, une des banques proéminentes à Maurice.
Donc c'est vraiment un secteur qui a une longue histoire bancaire et qui, depuis bientôt une trentaine d'années, s'est développé en plateforme internationale financière et qui aujourd'hui, effectivement, est un système très solide. Il n'y a personne qui a perdu de l'argent dans une banque à Maurice. À chaque fois qu'il y a eu dans le passé des banques en difficulté, l'État a pu intervenir. Et nous pouvons dire que le système bancaire est effectivement solide à Maurice et avec des actifs effectivement liquides. Mais Maurice, je dirais, a développé son secteur financier et aujourd'hui est utilisé aussi comme plateforme pour investir en Asie, en Afrique, venant d'à peu près tous les pays du monde. Pour prendre l'exemple d'Afrasia, nous avons des clients d'origine de plus de 150 pays à travers le monde, donc c'est vraiment très diversifié. Et nous pouvons faire des transactions dans plus de 100 devises. Et nous pouvons même avoir des comptes en banque dans près de 25 devises différentes. Donc c'est vraiment un centre financier qui nous permet de faire ce qu'on veut, aussi bien détenir des investissements sur la bourse de New York, de Londres ou de n'importe quelle grande capitale, mais aussi de détenir des investissements dans d'autres bourses plus exotiques, comme en Afrique ou d'autres pays asiatiques, et aussi détenir des investissements de fonds privés. Donc Maurice est aussi une plateforme pour ce qu'on appelle les private equity ou des différents fonds de placement commun. Nous avons une myriade de cadres juridiques qui peuvent accompagner les clients, aussi bien des institutions, des entreprises, des entrepreneurs, que des familles ou des privés, sachant que Maurice n'a pas de droit de succession, par exemple. Pour ceux qui habitent à Maurice, ça peut être intéressant de venir planifier sa succession patrimoniale à Maurice. Donc, beaucoup d'avantages qui peuvent attirer les investisseurs, une fiscalité relativement attrayante, une économie stable et je dirais, on a été déclaré il y a quelques mois de ça, un pays avec un income de niveau élevé, chose qu'on recherchait depuis longtemps. Donc ça prouve que tout ce qui a été mis en place a été un succès. Donc beaucoup d'autres avantages à dire, mais pour ne pas être trop long, je vais vous repasser la parole. Non, justement, moi j'ai encore quelques petites questions, encore Thierry, me paraît important, merci beaucoup, sur la circulation des capitaux. Est-ce qu'il existe des restrictions aujourd'hui à Maurice sur la circulation des capitaux et particulièrement sur les devises étrangères à Maurice? Alors, depuis il y a un cadre juridique depuis 1992 de plateforme internationale financière. Nous avons une loi qui a été passée en 1994 qui a, je dirais, retiré toutes les restrictions sur les devises étrangères qu'on pouvait avoir à l'époque. Et il n'y a strictement aucune restriction par rapport aux devises. Comme je vous ai dit, on peut transacter dans plus de 100 devises. Il n'y a pas d'imposition sur le rapatriement de capital, il n'y a pas de paiement à la source sur des distributions de dividendes, par exemple, depuis Maurice vers un pays étranger. Donc, il y a, par rapport à ça, aucune contrainte. Il peut y avoir de temps à autre des difficultés si on vient échanger des devises locales avec des devises étrangères, chose qui n'a pas eu, je dirais, depuis très longtemps, mais qui a pu apparaître récemment à cause du Covid et la fermeture des frontières, donc moins de revenus de la part de notre tourisme, qui est aussi un pilier important de l'économie. Mais il n'y a aucune restriction, que ce soit pour transférer les profits ou autre. Mais comme je vous ai dit, on est aussi une plateforme pour les entreprises et les institutions. Les flux, je dirais, de devises étrangères se font par millions, dizaines de millions, voire centaines de millions de façon journalière entre les différentes banques mauriciennes. Très bien, merci beaucoup. Un autre point pour compléter, pour qu'on ait un panorama complet.
est-ce qu'il est simple pour un non-mauricien d'obtenir un prêt à l'île Maurice, avec une banque et une institution financière à l'île Maurice? Est-ce qu'il est simple? Alors, différents types de prêts pour un investisseur qui vient à Maurice. Si on parle d'un investisseur individuel qui vient acheter une villa, la villa étant chez Maurice, c'est quelque chose qu'on fait de façon courante et usuelle. Donc, je dirais que les principes sont à peu près les mêmes qu'on peut avoir dans un autre pays. On va vérifier, je dirais, la surface financière et la solvabilité de l'emprunteur, bien évidemment, et du bien qu'il veut acheter. Mais nous accompagnons aussi des investisseurs qui veulent investir à Maurice, voire de temps en temps utiliser Maurice pour l'étranger. Alors pour utiliser Maurice pour l'étranger, pour avoir des financements, c'est souvent plus compliqué parce que la banque, bien évidemment, va devoir prendre des garanties aussi, et c'est quelquefois compliqué dans certains pays, comme en Afrique, par exemple. Mais les projets qui se font à Maurice avec des capitaux étrangers sont très souvent financés principalement par des banques mauriciennes, quelquefois même avec l'appui de banques aussi étrangères quand les montants sont conséquents. Mais c'est quelque chose qu'on regarde de façon courante. Mais on va étudier les dossiers effectivement de la même façon que ça peut être étudié dans une autre juridiction. C'est pas, je dirais, c'est pas nécessairement plus compliqué à Maurice, mais pas nécessairement plus facile non plus. Ceci dit, Maurice a connu une croissance économique au cours des 40 dernières années, grâce aussi au soutien que les banques mauriciennes ont pu apporter à l'économie mauricienne. Et aujourd'hui, on peut dire que Maurice a été un success story. Merci Thierry. Je m'adresse maintenant à Mervyn. Mervyn, nous vivons dans un monde où il est difficile de prévoir. Pouvez-vous nous expliquer comment Ditos accompagne les investisseurs et s'intéresse à Maurice? Bonjour Xavier, bonjour à tous. Cela fait déjà 27 ans que Ditos assure un service personnalisé aux investisseurs internationaux et locaux. Et aujourd'hui, nous disposons d'une équipe de 200 collaborateurs. Globalement, notre rôle consiste à renseigner, puis accompagner des investisseurs qui s'intéressent à Maurice. Ditos est comme une porte d'entrée. C'est-à-dire, en premier lieu, nous aidons l'investisseur à comprendre la législation et les réglementations liées aux investissements dans l'île. Cela nous permet d'aborder avec eux les domaines de la fiscalité, du droit social, droit des affaires, ainsi que les démarches civiles. Une fois les informations génériques transmises, si l'investisseur se montre intéressé, nous passons à un niveau, c'est un niveau, nous passons à un niveau conseil sur mesure, au fait. D'accord. Et pour ce faire, nous analysons le profil du client, nous cernons ses besoins, nous réalisons le diagnostic du projet pour conseiller sur les structures adaptées. Nos conseils portent sur les montages juridiques, fiscaux et financiers possibles à Maurice, tels que les sociétés domestiques, les GBC, les trusts, les family office, entre autres. Je souligne que nous devons nous assurer de la parfaite cohérence des montages proposés entre la fiscalité du pays de l'investisseur et celle de Maurice. Pour cela, nous nous appuyons sur notre réseau de partenaires conseils en Europe. Si je dois résumer, Ditos accompagne le client au quotidien et facilite toutes ses démarches pour investir et ou vivre à Maurice, depuis la gestion administrative de la structure, l'obtention de licences et permis et la prise en charge de son installation à Maurice dans tous ses aspects. Le client n'a qu'à poser ses valises au fait. Merci. Et je rajoute sur ta question, pour être complet sur ta question, je précise que nous avons adapté chez nous toutes nos méthodes de travail au contexte particulier lié au Covid. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Et quels conseils finalement Ditos donne aux investisseurs pour les accompagner? La question telle qu'est posée,
pourrait suggérer de nombreuses réponses. Je vais essayer de résumer en 3 points pour assurer une meilleure tranquillité d'esprit pour les investisseurs. Le premier point est, à mon sens, que l'investisseur doit savoir dans quel objectif il réalise l'investissement. Est-ce que c'est pour développer son patrimoine personnel en vue de léguer à des héritiers? Deuxième, est-ce un investissement spéculatif? En fonction de chaque cas, nous allons donner les conseils adaptés, portant en premier lieu sur le montage juridique et fiscaux, ensuite les schémas de financement bancaire, et enfin la transmission et succession. Bien évidemment, lorsque la situation l'exige, nous nous appuyons sur un réseau d'experts, notamment notaires, avocats, banquiers, experts immobiliers. Au final, la tranquillité d'esprit, ça s'obtient grâce à des conseils précis, répondant à des besoins précis. Merci. Merci Mervyn. Patrice, l'investissement, je reviens sur l'investissement immobilier. Ça s'est toujours avéré être une opportunité très attractive à Maurice. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Quelles sont les garanties qu'offrent les promoteurs et Anaïta par rapport à ces programmes? Je vais répondre en deux parties. La première étant les garanties d'ordre légal et la deuxième partie d'ordre relatif à la qualité, à la crédibilité du promoteur lui-même. La première partie, donc les garanties d'ordre légal, s'appliquent à tout le monde, à tous les programmes, et comme je le disais tout à l'heure, visant à protéger l'investisseur étranger qui vient à Maurice, qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. Donc toutes les précautions, toutes les protections, les mesures qui sont dans le Code civil français sont exactement les mêmes dans notre Code civil, notamment les ventes en VFA, donc qui impliquent une GFA, une garantie financière d'achèvement. Donc le promoteur doit obligatoirement aller vers une banque et obtenir, à travers des garanties qu'il donne, une garantie financière d'achèvement visant à protéger l'acquéreur en cas de faillite du promoteur, que la banque prendra la relève et continuera et terminera le projet. La GFA, la garantie décennale, la garantie dommage-ouvrage, donc c'est exactement les mêmes garanties qu'on peut retrouver dans le système français. La deuxième garantie est celle du système notarial à Maurice. Toutes les transactions doivent obligatoirement passer par les notaires à l'île Maurice. Encore une fois, c'est le système reproduit du système français, où le notaire, lui, valide, vérifie tout ce qu'il a vérifié au niveau de l'authenticité de l'acte de vente, des conditions que doivent respecter les promoteurs et l'obtention des différents permis avant de pouvoir vendre le produit. Puis, nous avons tous l'obligation de faire notre procédure, de suivre la procédure de KYC, de connaître notre acquéreur, connaître la provenance des fonds, s'assurer que la provenance de fonds est, à travers le système bancaire, est propre. Et enfin, l'autre garantie intéressante, c'est que à travers l'acquisition d'un bien immobilier à Maurice, dans le système, donc dans les systèmes dont j'ai fait mention tout à l'heure, donc ces biens sont sur le marché international. Donc vous pouvez demain trouver un acquéreur en Inde, en Chine, en Australie, au Brésil ou aux États-Unis. Donc il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. La seule restriction étant, bien sûr, que les fonds proviennent des systèmes bancaires approuvés. Il y a le KYC qui est fait par nous, par les banques, par les notaires, par les organismes responsables. Je viens maintenant à la deuxième partie de la réponse, c'est-à-dire donc les garanties que donne le promoteur. Donc ça varie en fonction du promoteur, ça va de soi. Et dans notre cas, nous sommes une compagnie donc cotée en bourse. Nous possédons 15 000 hectares de terrain à Maurice. Donc autour, par exemple, d'Anaïta, tous les terrains nous appartiennent. Donc ça donne une certaine garantie de pérennité, de durabilité dans le temps, que les terres autour vont être développées dans le même esprit et que nous serons là, quoi qu'il arrive, dans 5, 10, 15 ans. Il y a eu des cas, comme je disais tout à l'heure, des cas malheureux où il y a eu des gens qui ont fait un projet, qui ont disparu, et malheureusement là,
les acquéreurs se trouvent parfois dans des situations embarrassantes. Donc, premier conseil, regardez bien le promoteur, sa crédibilité, son expérience et ses assets. Deuxième point, le territoire à l'île Maurice étant très limité, donc les coins, par exemple, sur la mer sont extrêmement rares et tous ces projets de vente aux étrangers doivent obligatoirement être des terrains en pleine propriété. Donc il y a des terrains à bail sur le littoral mauricien et il y a très très peu de terrains en pleine propriété sur la mer. Donc nous avons la chance, nous, en Haïti, d'avoir des terrains sur la mer en pleine propriété. Donc il faut s'assurer que le terrain, et ça le notaire va le faire, donc avant d'avoir une autorisation, les autorités vont bien s'assurer que les terrains sont en pleine propriété. Ça veut dire que c'est transmissible de génération en génération et transmissible à n'importe quel moment, sans aucune autorisation quelconque de l'État ou de qui que ce soit. Et puis, encore une fois, on parlait de territoire limité. L'île Maurice n'est pas extensible, donc à un moment, le nombre de projets, le nombre de biens en vente va bien sûr stagner et c'est appelé à prendre des proportions intéressantes, des plus-values intéressantes. Nous-mêmes, dans les 3-4 dernières années, nous avons fait des reventes et on a enregistré des plus-values nettes en moyenne entre 25 et 30% sur 3 ans, ce qui est quand même un retour intéressant. Merci. Merci Patrice. Mervyn, pouvez-vous nous rappeler dans les grandes lignes le cadre réglementaire et fiscal à Maurice pour les individus? Alors, selon la section 73 de l'Income Tax Act, un particulier est considéré comme résident fiscal à l'île Maurice si son foyer permanent est à Maurice. Si ce n'est pas le cas, on prendra en considération le nombre de jours effectifs passés à Maurice, c'est-à-dire 183 jours ou plus dans une année fiscale ou 270 jours ou plus dans les 2 précédentes années fiscales. Et lorsque les critères de cette règle de résidence sont satisfaits, la personne sera soumise à l'impôt sur le revenu à Maurice, lequel est calculé sur tous ses revenus provenant ou remis à Maurice. Petite précision dessus, l'année fiscale de Maurice débute le 1er juillet et se termine le 30 juin. Merci Mervyn. 2 questions complémentaires sur la fiscalité. Le budget 2020-2021 a suscité de nombreux commentaires et questions légitimes sur la fiscalité à Maurice. Comment est-ce que les citoyens mauriciens et les résidents à Maurice seront imposés à l'avenir? Alors, les informations que je vais vous donner, normalement, ce qu'on a su hier, c'est que le vote a été voté, mais après la promulgation de la loi de finances, donc ça doit être gazetted, mais actuellement, le taux d'imposition sur le revenu net annuel d'un particulier qui perçoit jusqu'à 650 000 roupies, environ 14 000 euros, est de 10%. Pour celui qui perçoit un revenu net supérieur à 650 000 roupies toujours, sera lui imposé à la hauteur de 15%. Et finalement, un particulier dont le revenu imposable dépasse les 3,5 millions de roupies, environ 75 000 euros, est soumis à un prélèvement supplémentaire de solidarité calculé sur la base de 5% de la quote-part excédant des 3,5 millions. J'ajoute que la nouvelle loi, ce qu'on comprend, c'est que ce taux de solidarité passera de 5 à 25% sur le revenu imposable supérieur à 3 millions de roupies. À noter qu'à Maurice, il n'y a pas d'impôt sur les donations ni sur les successions. Merci Mervyn. Thierry? Je peux peut-être oui. Rajouter au fait la fiscalité totale est quand même capée à 25% du revenu. C'est-à-dire que l'individu ne va pas payer plus de 25% de taxes par rapport à tous ses revenus confondus, que ce soit salaire ou dividendes. Par contre, les revenus de capitaux, c'est-à-dire les plus-values, etc., ne sont toujours pas taxés à Maurice. D'accord. Merci Thierry. Une dernière question peut-être pour Mervyn sur la fiscalité des entreprises pour les sociétés domestiques
et pour les GBC qui sont constitués à Maurice? Merci. De manière générale, les entreprises résidant à Maurice sont soumises à l'impôt sur le bénéfice à un taux fixe de 15%. Par exception, les entreprises qui exportent sont, elles, imposables à 3%. Pour les entreprises imposables au taux de 15%, il existe un système d'exonération partielle de 80% sur certains types de revenus, activités, et à certaines conditions. À noter que Maurice a aussi un système de Foreign Tax Credit, crédit d'impôt, qui peut être utilisé afin de réduire ce taux de 15%. Merci beaucoup, Mervyn. Nous sommes dans les temps et nous allons prendre quelques questions. Donc j'ai une question pour vous, Patrice, sur les nationalités les plus représentées parmi les investisseurs pour immobilier à Maurice. Quelles sont les nationalités les plus représentées? Alors au niveau national, les deux nationalités phares sont les Français, francophones je dirais de manière générale, mais principalement françaises. Les Français sont majoritaires, suivis de très près par les Sud-Africains. Et on verra que le profil correspond plus ou moins à la répartition des touristes à Maurice. Donc les Français en premier, puis l'Afrique du Sud, les Européens de manière générale. À Naïta en particulier, les francophones sont largement majoritaires et nous avons entre 75 et 80% d'Européens chez nous, principalement Français, Anglais, Suisses et Belges, mais aussi quelques nationalités, nationalités européennes, Espagnols, Italiens, Autrichiens, Allemands, etc. Mais voilà, les principales nationalités, c'est vraiment les Européens, en particulier les francophones, puis les Sud-Africains. Merci Patrice. Thierry, question pour vous. Est-ce que les banques mauriciennes prêtent pour l'achat de terrain et quel est le capital minimum que l'acquéreur doit apporter? Alors, effectivement, par rapport aux lois l'acquisition de propriétés à Maurice, il y a quelques années, l'État a permis aussi l'acquisition de terrains. Donc des terrains à bâtir, bien évidemment. Dans ce cadre-là, nous accompagnons aussi les acquéreurs éventuels qui vont acheter un terrain, voire construire ensuite sur ce terrain. En général, de manière générale, nous sommes des banquiers relativement conservateurs, ce qui fait qu'on a aussi une bonne liquidité à Maurice. Donc nous allons financer au maximum 70% d'un bien, que ce soit un terrain ou une villa ou autre, ou un penthouse, etc. Nous pouvons prêter dans plusieurs devises et en fonction des différentes devises, soit en euros, en dollars, en livres sterling, voire en roupies mauriciennes. Bien évidemment, les taux vont varier en fonction des devises elles-mêmes. Merci Thierry. Deux autres questions pour Patrice. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de faire évoluer ce type de scheme, ce type de programme que vous avez évoqué tout à l'heure, PDS, RES, IRS? Pourquoi ça a évolué? Je n'ai bien entendu pas être le porte-parole du gouvernement, mais je vais donner mon opinion, de ce que j'ai compris, en tout cas, de l'intention des différents gouvernements en place. Il semble que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PDS, qui est intervenu en 2015, est venu consolider ce qui existait déjà. C'est-à-dire que les deux systèmes IRS et RES, qui étaient les plus petits projets, ont été consolidés dans un seul cadre légal qui est maintenant le PDS, qui est le Property Development Scheme, qui maintenant n'a plus de limite au niveau des superficies, etc. Donc, en consolidant encore une fois toujours cette intention de protéger davantage, autant que possible, l'acquéreur. Puis le Smart City, c'est quand même un nouveau concept qui est connu aujourd'hui dans nombreuses villes européennes, notamment à Nice ou dans d'autres, Barcelone, etc., où il y a une approche un peu différente. C'est une démarche très urbaine pour avoir une ville urbaine plus intelligente, plus moderne, plus autosuffisante. Donc ça, je pense, une évolution dans la réflexion du développement urbain à Maurice. Merci Patrice. Autre question. Pourquoi
on a encore un peu de temps, donc on peut prendre quelques questions. Pourquoi les étrangers n'ont-ils pas les mêmes possibilités d'achat immobilier que les Mauriciens? Question importante. Question importante, effectivement. L'île Maurice fait 1800 km², donc c'est plus petit que Paris pour les Parisiens qui nous suivent. Donc c'est un tout petit pays avec quand même un peu plus de 1,3 million personnes habitant là, et avec une différence de niveau de vie et de pouvoir d'achat, même si récemment, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, on progresse régulièrement avec le taux de croissance et on est maintenant probablement au bas de la catégorie des pays à revenus élevés. L'ouverture totale à l'île Maurice serait préjudiciable, nous pensons, valeur du jour aux Mauriciens, puisqu'ils se retrouveraient face à des acquéreurs étrangers qui ont des moyens beaucoup plus importants qu'eux. Donc, mais en regardant l'évolution historique, avant 2001, il n'y avait absolument aucune possibilité pour les étrangers d'acquérir un bien immobilier à l'île Maurice. Donc ça fait partie d'une démarche d'ouverture de l'économie, encore une fois, pour intégrer les étrangers, non seulement pour leurs capitaux, pour habiter l'île Maurice, mais aussi pour leurs compétences. Il y a énormément aujourd'hui, parmi par exemple les habitants d'Anaïta, les propriétaires d'Anaïta, des gens qui ont investi et qui ont donc ouvert leur compagnie à l'île Maurice en amenant des secteurs nouveaux, des compétences nouvelles à l'île Maurice. Donc c'est effectivement la vision qu'ont les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc je pense que l'ouverture va se faire graduellement, mais pour le moment je pense que ce ne serait pas envisageable, en tout cas je parle bien sûr pour moi, qu'un gouvernement n'ouvre entièrement la possibilité aux étrangers de faire l'acquisition d'un bien immobilier à l'île Maurice. Merci Patrice. Thierry? Peut-être juste compléter par rapport à ce que Patrice a dit. Déjà, il faut savoir que dans ces programmes destinés aux étrangers ne sont pas réservés aux étrangers et qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui achètent dans ces programmes-là aussi. Peut-être Patrice pourrait nous dire le chiffre exact, mais il y a pas loin de 10% de ces programmes-là qui ont été achetés par les Mauriciens. Il y a aussi d'autres programmes qu'on appelle en rez-de-chaussée plus 2, qui sont accessibles à des étrangers qui travaillent à Maurice, qui sont des expatriés à Maurice depuis un certain temps et qui peuvent aussi acquérir dans ces biens qui sont destinés aux Mauriciens, je dirais. Donc, et comme Patrice dit, il y a une certaine ouverture qui se fait au fur et à mesure, mais effectivement, si l'étranger pouvait acheter n'importe où, ça aurait peut-être créé un désordre, je dirais, peut-être dans notre système immobilier, notre parc immobilier, qu'on essaye effectivement de développer de façon, je dirais, plus ou moins gérée. Voilà. Merci. Ça fait une bonne transition pour Mervyn, puisqu'il y a une question donc toujours sur l'acquisition d'un bien immobilier. Mais la question, c'est quelle structure, d'Itos ou d'autres, propose pour faire l'acquisition d'un bien immobilier à Maurice? Ok. Comme j'ai mentionné précédemment, ça dépendra sur l'acquéreur, sur sa motivation d'investir. Mais pour info, à Maurice, vous pouvez utiliser une société domestique, les trusts et autres. Donc, ça dépendra sur le cas par cas. Et c'est là où j'invite la personne à nous contacter afin qu'on puisse le conseiller sur les structures la mieux appropriées pour lui ou elle. D'accord. Pour clarifier sur cette question-là, ce je comprends bien, tout type de structure peut acquérir un bien immobilier à Maurice. Même en nom propre. Pas nécessairement en nom propre. Ça peut être en nom propre ou en différents types de structures, c'est ça? Exact. Ok. Merci Mervyn. Alors, nous avons d'autres questions. Y a-t-il encore, je pense que cette question s'adresse à Patrice, y a-t-il encore un marché de la revente des biens RES alors que le montant d'investissement immobilier ont baissé à Maurice? Je pense qu'ils font référence au minimum pour investir à Maurice.
Oui, enfin, le montant minimum qui était de 500 000 $ est passé à 350 000 $. Ça ne veut pas dire, ça n'implique pas que le bien qui a été acheté à 500 000 $ vaut aujourd'hui 350 000 $. Je pense que, encore une fois, il y a des reventes. Nous en avons fait une dizaine l'année dernière, l'année financière 2019-2020. Et régulièrement, nous avons des reventes et dans la plupart des cas avec des valeurs ajoutées, des plus-values intéressantes. Alors, bien entendu, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un certain nombre de projets de développement où il y a eu des reventes avec des plus-values spectaculaires. Donc, encore une fois, si j'avais à donner un avis dessus, je dirais aux acquéreurs éventuels de bien regarder donc, où est-ce qu'ils comptent investir, s'assurer de la qualité des prestations offertes, s'assurer qu'il y a eu des reventes, quel type de revente, et s'assurer que la qualité du promoteur et de l'avenir. Donc pour répondre à la question, non, je pense que le fait d'avoir baissé le montant minimum pour avoir droit à une résidence permanente, c'est de ça dont il s'agit, oui, n'a pas grand-chose à voir avec la valeur intrinsèque d'un bien qui, s'il est bien situé, bien construit, dans un bel environnement et que les services sont d'un bon niveau, il y a de toutes les chances que ce bien puisse être vendu avec une plus-value intéressante. Merci Patrice. Peut-être ajouter effectivement sur la plupart des projets de qualité qu'il y a eu, il y a eu presque toujours des plus-values chez les reventes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des petits projets RES qui, de temps en temps, ont été faits dans les endroits qui n'ont pas, je dirais, un cachet particulier et qui fait que la revente peut être plus difficile. Ceci étant, le prix, je dirais souvent, des villas à Maurice reste en dessous de ce qui peut se pratiquer dans certains endroits, dans d'autres destinations, et le coût, je dirais, de construction a tendance à augmenter de par le monde. Donc, il y a de fortes chances que le marché ne connaisse pas de grosses, je dirais, chutes. Mais c'est vrai que certains projets, peut-être mal positionnés, peuvent être plus compliqués à vendre que d'autres. Donc, on dit souvent dans l'investissement immobilier, location, location, location. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on achète, quel bien et dans quelles conditions. Merci Thierry. Alors, on a 3 dernières questions. Une pour Thierry et puis une pour celui qui veut. La première, c'est depuis que l'Union européenne a mis Maurice sur la liste noire, est-ce que les clients, donc les clients quels qu'ils soient, ont modifié leur stratégie d'investissement? Je ne sais pas qui veut prendre cette question. Alors je peux la prendre. Alors, on n'est en fait pas encore sur la liste noire. Là, on sera sur la liste noire à partir du 1er octobre, mais on a déjà toutes les conséquences de rentrer sur la liste noire bientôt. Je crois que l'État fait ce qu'il faut là pour qu'on en sorte aussi rapidement, parce que je pense qu'on est quand même une juridiction quand même très propre, avec un système bancaire et financier efficient, d'ailleurs qui n'a pas été du tout mis en cause dans la raison pourquoi nous sommes sur la liste noire, ou la liste grise d'ailleurs, ou la high risk list. Et donc, cette liste, au fait, n'attire pas de sanctions directes. Mais par contre, d'un ordre réputationnel, certaines entreprises, par exemple, peuvent ne pas vouloir utiliser Maurice, tout au moins pendant un certain temps, et je pense qu'on va réussir à sortir de cette liste relativement rapidement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de gros départs de capitaux liés à ça, et je ne pense pas que nous auront énormément de départs de capitaux dus à ça. Par contre, ce qui est plus difficile à mesurer, c'est qu'on va avoir moins de nouveaux capitaux qui vont utiliser Maurice pour investir, par exemple, en Afrique ou autre, et notamment si ce sont des fonds, je dirais, supranationaux, ils vont peut-être avoir plus je dirais, de compliance check à faire, qui vont peut-être préférer une autre juridiction à Maurice.
pour pouvoir investir, par exemple, en Afrique. Donc, nous aurons certainement, je dirais, des nouveaux investissements qui seront inférieurs à ce que nous avons pu prévoir. Mais l'impact sur le business existant sera, je pense, de moindre effet, même si il est là et il existe. Merci Thierry. Mervyn ou Patrice, vous voulez compléter sur cette question? Merci. Donc oui, pour ajouter, c'est que nous comprenons et nous avons aussi expériencé que Maurice, le gouvernement est en train de faire tout afin que Maurice soit pas sur cette liste, et que ce qu'on comprend aussi, c'est que dans la deuxième semaine de ce mois-ci, il y aura une réunion avec le GAFI et tout. Merci. Alors, du coup, je passe la parole à Patrice, puisque on demande explicitement à Patrice aussi si vous pouvez répondre à cette question-là sur l'aspect immobilier. Alors, je répondrai d'abord sur 2 points, je crois qu'ils sont importants à souligner. Tous ces programmes dont j'ai fait mention tout à l'heure ont déjà l'obligation, à travers des règlements de la FIU, Financial Intelligence Unit, de procéder à un certain nombre de contrôles avant d'accepter un investissement immobilier d'un étranger à l'île Maurice. Donc ça se fait déjà depuis quelques années. Nous-mêmes, nous avons des systèmes intégrés de WorldCheck, etc. Donc nous faisons un KYC, le notaire le fait, etc. La faiblesse, comme l'a souligné tout à l'heure Thierry, la faiblesse, c'est que ces obligations sont à travers un règlement et pas à travers une loi. Donc on comprend là qu'il y a une loi, on a été consulté dessus, donc il y a une loi qui va être passée, je comprends, la semaine prochaine, qui va encadrer non seulement les promoteurs, mais aussi les agents immobiliers pour, légalement, à travers une loi, pour avoir un certain nombre de contrôles et de procédures strictes à respecter dans le cas des investissements immobiliers, que ce soit pour les étrangers, mais aussi sur le marché mauricien. Donc voilà, cette loi-là va répondre à cette lacune qu'il y avait dans notre système, dans notre cadre légal de manière générale. Bien entendu, moi je vais peut-être poursuivre aussi pour dire que nous sentons une certaine nervosité, une certaine fébrilité auprès de certains investisseurs qui attendent pour voir parce qu'ils craignent des difficultés, des restrictions au niveau des échanges de capitaux, etc. Donc nous suivons ça de très près. Et je pense que toutes les autorités à Maurice sont très, très conscientes de l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie mauricienne. Et je crois qu'ils font le maximum pour que les mesures soient prises, pour qu'on sorte de cette liste le plus rapidement possible avant d'avoir été intégré. Merci Patrice. Question pour Thierry. Dans le cadre des R+2 dont vous avez parlé tout à l'heure, les banques sont-elles en mesure d'accompagner les étrangers hors de Maurice en prenant une hypothèque sur le bien immobilier? Oui, de la même façon qu'on peut le faire pour une villa ou autre, ou qu'on finance un Mauricien ou un étranger. Bien évidemment, il y aura peut-être des restrictions différentes. Si la personne n'habite pas à Maurice, c'est quelque chose d'autre. Mais normalement, enfin, le programme R+2 s'applique à des étrangers qui habitent Maurice et non pas des étrangers qui sont normalement à l'étranger. La première chose que fait une banque quand elle finance quelqu'un, c'est pas de dire « OK, je vais mettre une hypothèque sur le bien », c'est de voir comment est-ce que cette personne-là va me rembourser. Le but de la banque, ce n'est pas de saisir le bien pour pouvoir le revendre et se faire rembourser. Le but principal, c'est de se faire rembourser et de toucher un loyer sur l'argent qu'elle a prêté à quelqu'un qui emprunte. Bien évidemment, à partir de là, je vais aussi prendre une sécurité où, au cas où cette personne-là ne me rembourse pas, je puisse récupérer les fonds que je lui ai prêtés et qui appartiennent aussi à des déposants de ma banque. Donc, il faut que je sois, je prenne mes mesures de sécurité quand je prête de l'argent à quelqu'un. Mais cela va s'appliquer aussi bien aux Mauriciens qu'à l'étranger vivant à Maurice ou qu'à un étranger ne vivant pas à Maurice. Très souvent, dans le cadre de villas qui sont achetées, c'est des villas de résidence secondaire, par exemple. Donc, la personne n'est
pas domicilié à Maurice, n'est pas résident fiscal à Maurice, ça n'empêche pas qu'on peut lui prêter de l'argent pour acheter une villa à Maurice. Voilà. Très bien. J'ai une dernière question, toujours pour Thierry. Il aime bien aujourd'hui. Oui. Quelles sont les conditions pour l'ouverture d'un compte bancaire depuis l'étranger? Alors, l'ouverture d'un compte bancaire depuis l'étranger voudrait dire que je n'ai pas rencontré la personne qui ouvrirait le compte. Donc, cela peut me poser un problème. Donc, soit la personne peut ouvrir à travers quelqu'un qui nous représente dans un des pays. Nous avons par exemple en Afrique du Sud un bureau de représentation, donc là il peut y avoir, je dirais, un face-to-face avec le client. Ou alors nous avons aussi un réseau de, je dirais, qu'on appelle les eligible introducers, qui sont des gens qui peuvent être régulés à Maurice ou dans leur pays respectif et qui peuvent pour nous faire, je dirais, le KYC face-to-face, c'est-à-dire de visu avec le client, et bien évidemment certifier tous les documents qu'on va demander pour l'ouverture de ce compte-là. D'ailleurs, Ditos fait partie de ces introducers qui peuvent nous envoyer des clients que quelquefois nous n'avons pas rencontrés nous-mêmes en direct. Ditos étant lui-même régulé, nous avons un accord et nous lui faisons confiance sur son due diligence qu'il peut avoir fait chez le client. Merci Thierry. Nous arrivons au terme de cette session que nous allons clore. Je remercie Patrice Legris, CEO d'Anaïta Mauritius. Je remercie Thierry Valette, directeur général d'Afrasia Bank, et Mervyn Chan, responsable des services aux clients privés au sein du groupe Ditos, pour leurs interventions et leurs explications sur l'investissement à Maurice. C'était très clair. Je vous remercie beaucoup. Ditos, Anaïta et Afrasia restent à votre disposition pour tout complément d'information et nous espérons vous retrouver très prochainement sur un autre sujet d'actualité sur le secteur financier. Merci beaucoup.